Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Je ne vous cache pas qu'il s'agit de la formule la plus importante de ce chapitre. Voici le contexte. On considère une liste d'événements, les A1 à N, et on considère que cette liste est un système complet d'événements de grand oméga. On suppose de plus que la probabilité de chaque AI est non nulle. On va voir que ça a de l'importance, on en reparlera. De plus, on considère B un événement quelconque. On est donc, regardez le schéma, dans cette situation, où les AI forment donc une partition de grand oméga, ils recouvrent tout oméga et ils ne s'intersectent pas les uns les autres, et B est un événement quelconque qui, donc dans le cas général, peut avoir une intersection avec chacun des AI. Voilà ce que dit le théorème. Il dit que dans cette situation, la probabilité de B, d'une part, elle est égale à la somme des probabilités des B inter AI. Ça, c'est quelque chose qui est très visuel. Regardez le schéma, on est en train de dire que la proba de B, c'est la somme de toutes les parts de pizza qu'on a sous les yeux. C'est tout simplement ça que cette formule signifie. Alors, démontrons-le, en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté. Cette formule, elle vient du fait que l'événement B lui-même peut être écrit comme étant l'union des B inter AI. Ça se voit bien sur le dessin, on peut le démontrer à l'oral facilement. Pour l'inclusion de droite à gauche, c'est le fait que si jamais une éventualité appartient à l'un des B inter AI, à plus forte raison, il appartient à B. Et pour l'inclusion de gauche à droite, maintenant, si une éventualité appartient à B, étant donné que les AI forment un système complet d'événements, cette éventualité, elle appartient forcément à l'un des AI, et donc elle appartient à l'un des B inter AI. OK. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant dans cette égalité d'ensemble, c'est que vous voyez ces événements-là, les B inter AI, ils sont disjoints entre eux. En effet, si jamais vous fixez deux indices I et J différents et que vous regardez cette intersection-là, entre B inter AI d'une part et B inter AJ d'autre part, elle est bien vide puisque de base, les AI inter AJ étaient eux-mêmes vides par définition d'un système complet d'événements. Ça, c'est important de le souligner puisque ça fait que du coup, la probabilité de cette union disjointe, c'est la somme des probabilités et ça nous donne donc la première formule des probabilités totales. Alors maintenant, on ne va pas s'arrêter là, on va obtenir la deuxième. Et regardez comment, en bas, on va s'intéresser à ce nombre, la probabilité de B inter AI. Et on va faire un conditionnement par rapport à AI. On va dire que ça, c'est égal à la probabilité de AI fois la proba sachant AI de B. On peut écrire cette égalité ici, puisque AI est de probabilité non nulle, donc on peut considérer la probabilité sachant AI. Ça nous donne donc la deuxième formule des probabilités totales. Je ne vous cache pas que c'est cette formule-là qu'on utilise la plupart du temps. Petite remarque. On va revenir sur l'hypothèse dans le théorème selon laquelle la proba de chacun des AI est non nulle. Comme on le disait, ça nous a permis de considérer la proba sachant AI. Mais en fait, on va voir que c'est une hypothèse dont on peut se passer. Je m'explique. Si jamais ici, vous avez un événement grand A dont la probabilité est nulle, dans ce cas-là, la probabilité de B inter A est aussi nulle, puisque B inter A est un sous-ensemble de A. OK. Donc vous voyez que dans la première formule des probabilités totales, si l'un des AI est de probabilité nulle, la proba de B inter AI, elle est nulle et donc elle ne sert à rien dans la somme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une convention pour pouvoir utiliser en fait la deuxième formule, qui va dire que dans ce cas-là, on peut définir le produit P de A fois proba sachant A de B en le définissant comme étant 0. C'est bien une convention ici de poser ça parce que vous voyez ici que cette quantité-là, si jamais je l'isole, elle n'est pas vraiment définie. Puisque comme A est de probabilité nulle, on ne peut pas vraiment définir la probabilité sachant A, puisqu'on ne peut pas diviser par la probabilité de A. C'est pratique en fait de poser cette convention, parce que ça nous permet vraiment d'utiliser la deuxième formule des probabilités totales, sans trop se poser de questions, en disant que si jamais l'un des AI est de probabilité nulle, dans la somme, ça fera juste un terme qui vaut 0. Dans un instant, on va s'entraîner sur un petit exercice, mais d'abord, je pense qu'il est temps de faire un point sur la méthodologie parce que la manière de rédiger les exercices de proba en prépa n'a pas tout à fait la même exigence qu'en terminale. On va se mettre d'accord sur trois grands principes. Le premier principe, c'est poser des notations, notamment une famille d'événements qui permet de décrire l'expérience aléatoire. Alors bien évidemment, si l'énoncé a déjà posé ses propres notations, il n'y a rien à faire, mais parfois ce n'est pas le cas, et donc il faut le faire avant de raconter des choses avec des phrases françaises, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Le deuxième principe, c'est traduire mathématiquement la question. Même chose, l'énoncé, parfois, en fait, il pose une question avec des phrases françaises, calculer la probabilité de ceci et de cela, sachant cela. Donc là, il faut traduire la question en disant, bon voilà, d'après les notations qu'on a posées, il s'agit donc de calculer la proba de je ne sais quoi, de B, sachant A3, etc., etc. Ensuite, troisième principe, et c'est le plus important, utiliser rigoureusement le cours.
et pas juste faire un arbre. Les arbres, c'est très bien, moi j'aime beaucoup les arbres, mais en fait, les arbres ne constituent pas une démonstration, ça c'est une première chose, et souvent, en fait, dans des exercices de proba, de prépa plus élaborés qu'en terminale, les arbres ne permettent pas du tout de résoudre l'exercice. Donc, il faut savoir se ramener au cours, utiliser les théorèmes en vérifiant à chaque fois les hypothèses du théorème, et commencer par faire un calcul littéral avec les lettres, et donc les notations qu'on a posées, puis à la fin, faire l'application numérique. En fait, exactement comme en physique. Fort de ces trois principes, vous allez faire cet exercice-là, c'est en fait un grand classique de terminale, je pense que vous le reconnaîtrez, mais justement l'important est de savoir le rédiger comme on l'a dit. Mettez pause dans la vidéo, on corrige juste après. Allons-y pour la correction, on va donc appliquer nos propres principes. Principe numéro 1, on va donc poser des événements. Premièrement, les AI. Chaque AI signifie qu'on choisit l'urne I et ils sont définis pour I valant soit 1, soit 2, soit 3. Et puis deuxièmement, par exemple, on va noter B, l'événement qui signifie que la boule choisie est blanche. Il n'y a pas vraiment besoin de poser l'événement la boule choisie est noire puisque c'est B bar. Donc là, on a un système d'événements qui nous permettent de décrire toute l'expérience aléatoire. Maintenant, deuxième principe, on va traduire mathématiquement la question. La question 1, c'est tout simplement de calculer la probabilité de B. On se rend compte qu'on est typiquement dans une situation où la formule des probas totales va être utile, puisque la proba de B en elle-même, on ne peut pas l'avoir directement, vu que il faut choisir une urne et qu'en fait les trois urnes ne contiennent pas du tout la même proportion de boules blanches. Alors que, à l'inverse, la probabilité de B sachant l'un des AI, ça on sait parfaitement le calculer, puisque chaque urne, on connaît son contenu. Donc on sait le nombre de boules blanches et le nombre de boules noires, ce qui fait que chacune de ces trois probabilités peut être calculée sans difficulté. Bon, allons-y. Encore une fois, on va appliquer notre troisième principe, qui est d'appliquer rigoureusement le cours. Vu qu'on veut utiliser la formule des probas totales, on va vérifier les conditions, les hypothèses du théorème. Ici, A1, A2 et A3 forment un système complet d'événements. C'est sûr, puisqu'on choisit bien l'une des trois urnes et on n'en choisit pas deux. Puis ensuite, on cite notre théorème, la formule des probabilités totales, et on écrit le résultat du théorème avec donc des lettres. Il dit que la probabilité de B, c'est la somme de ces trois probabilités-là, et puis il dit aussi que cette probabilité, c'est la somme ici de ces trois produits. Maintenant, on peut faire l'application numérique. La probabilité de A1, c'est 1 tiers, comme la probabilité de A2 et de A3, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, puisqu'on choisit indifféremment les urnes. Il y a équiprobabilité à ce moment-là de l'expérience. Ensuite, la probabilité sachant A1 de B, c'est 2/5, puisque dans l'urne 1, il y a 2 boules blanches sur 5 boules, et il y a bien équiprobabilité entre les boules. Ok. Ensuite, pour le deuxième, proba de A2, c'est 1 tiers, et proba de B sachant A2, c'est 6/10, puisqu'il y a 6 boules blanches sur 10 boules, et puis pour la troisième probabilité, on obtient cette chose-là. Maintenant, c'est juste une application numérique, il se trouve que le résultat final, c'est 3/5. Pour information, la situation ici, l'expérience aléatoire, on peut la représenter par un arbre, bien sûr. Regardez, ça va être un arbre à 2 étages. Le premier étage, c'est le premier choix qu'on fait, le choix de l'urne. Ici, les probabilités sont 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et puis maintenant, le deuxième étage de l'arbre, regardez, on va le faire ensemble. Pour A1, il y a deux possibilités. Soit on tire une boule blanche, proba 2/5, soit on tire une boule noire, proba 3/5. Parfois, les gens ici écrivent en bas de l'arbre les événements B et B bar. Mais c'est faux d'écrire cette chose-là. En fait, ce sont les événements A1 inter B et A1 inter B bar. Puisque en bas ici, ce qui s'est passé, c'est que d'abord on a choisi l'urne 1, puis ensuite on a tiré une boule blanche. Maintenant, complétons l'arbre pour A2 et A3, c'est exactement la même chose. Et en sortie de raisonnement, on est en train de dire que la probabilité de B qu'on recherche, eh bien, c'est la somme de la probabilité de ces trois événements-là. C'est ça que dit la formule des probas totales. Corrigeons maintenant la question 2. On va commencer par traduire l'énoncé. Il s'agit ici de calculer la probabilité sachant B de l'événement A1. Vous remarquez que c'est en fait le conditionnement qui ne nous arrange pas. Nous, ce qu'on sait faire, c'est au contraire calculer la probabilité sachant A1 de B. C'est une probabilité qui est directement dans l'arbre qu'on a fait, à savoir 2/5 ici. Cela dit, ça ne va pas être si compliqué, il suffit d'écrire bravement la définition. Cette probabilité, c'est la probabilité de B inter A1 divisée par la probabilité de B. Alors le dénominateur, c'est bon, on vient de le calculer, il s'agit de 3/5. Et maintenant pour le numérateur, eh bien, on va faire le conditionnement, mais celui qui nous arrange, c'est-à-dire l'autre, on va dire que c'est égal à la probabilité de A1 fois la probabilité sachant A1 de B. Vous voyez ici que dans ce produit au numérateur, les deux probabilités qu'on a écrites sont connues dans l'arbre, c'est 1 tiers fois 2/5, et puis donc au dénominateur ça donne 3/5. Le résultat final après calcul, c'est 2/9.
Alors, petite remarque tout de même ici, c'est que on remarque que cette probabilité de A1 sachant B, elle est strictement inférieure à la probabilité de A1 tout court, qui valait, je le rappelle, un tiers. Au début, la probabilité de choisir chacune des urnes, c'est un tiers, un tiers, un tiers, et un tiers, c'est 3 neuvièmes, donc c'est strictement plus grand que 2 neuvièmes. Cette comparaison, en fait, elle est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que regardez l'arbre ici. Si vous regardez le contenu des urnes, il se trouve que dans l'urne 1, la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 2/5. Donc c'est plutôt une urne qui a tendance à favoriser les boules noires, alors que dans les deux autres urnes, c'est plus. Dans l'urne 2, c'est 6/10, c'est-à-dire 3/5, et dans l'urne 3, c'est encore pire, c'est 4/5. Du coup, autant quand on ne sait rien, les probabilités de choisir chacune des urnes, c'est un tiers, un tiers, un tiers, autant si maintenant on fait l'hypothèse que la boule tirée a été blanche, ça nous incline un peu plus à penser que l'urne qui a été choisie est l'urne 2 et surtout l'urne 3, puisqu'elle favorise plus les boules blanches. Et donc, à contrario, ça fait baisser la probabilité que l'urne choisie ait été l'urne 1. C'est pour ça qu'en fait, les probabilités sachant B de A1, A2 et A3, ça va être quelque chose de strictement inférieur à un tiers pour A1 et on peut le deviner de strictement supérieur à un tiers pour l'urne 3. On va terminer cette vidéo avec un peu de culture. Vous voyez que ici on est passé de la probabilité de A1 sachant B à quelque chose qui fait intervenir l'autre conditionnement, c'est-à-dire la probabilité de B sachant A1. En fait, le passage de l'un à l'autre, il se généralise à n'importe quel couple d'événements AB de probabilité non nulle. Et il se trouve que cette formule, elle porte un nom, elle s'appelle la formule de Bayes. Personnellement, je n'ai absolument jamais appris cette formule par cœur. En fait, vous voyez bien que c'est juste l'utilisation de la définition du conditionnement. Mais bon, elle est officiellement au programme, donc je vous la donne.